Les lumières dorées de Guadalajara scintillaient à travers les rideaux de soie de ma chambre, projetant des ombres dansantes sur les murs coloniaux du manoir familial. L'air était lourd, chargé du parfum de jasmin montant des jardins et de la tension qui me consumait de l'intérieur. Demain serait le jour de mon mariage avec Isabella Montemayor, une femme que je respectais, mais qui n'éveillait pas la moindre étincelle du feu qui brûlait dans ma poitrine. Mes doigts tremblaient en déboutonnant ma chemise blanche, chaque bouton défait semblant compter les secondes vers une prison dorée. Le miroir reflétait mon corps tendu, les muscles sculptés par des années de polo crispés par l'angoisse. Mais ce n'était pas le mariage arrangé qui faisait battre mon cœur si fort. C'étaient les yeux brun miel que je ne pouvais oublier, les mains calleuses qui avaient touché ma peau comme si elle était sacrée. Diego. Rien que de penser à lui, ma respiration devenait irrégulière. Je me souvenais de la dernière fois que nous avions été ensemble, 3 nuits plus tôt, lorsque j'avais réussi à échapper à la surveillance familiale pour courir jusqu'à son petit appartement dans le centre historique. La façon dont il m'avait accueilli à la porte, torse nu, les cheveux noirs ébouriffés par le sommeil, m'avait fait oublier complètement qui j'étais censé être. Alejandro Mendoza Vega, héritier d'un empire, prisonnier de traditions séculaires. « Tu trembles », avait-il murmuré en me tirant à l'intérieur et en fermant la porte avec soin. Ses mains avaient éprouvé mon visage, ses pouces caressant ma peau comme si j'étais fait de cristal. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur ici. » Mais je ne tremblais pas de peur, je tremblais de désir, d'un besoin si intense qu'il me faisait remettre en question tout ce que j'avais toujours cru sur moi-même. Lorsqu'il m'avait embrassé cette nuit-là, doucement au début, puis avec une urgence qui faisait écho à la mienne, j'avais eu l'impression de respirer enfin après des années d'étouffement. « Je t'aime », avais-je murmuré contre ses lèvres, des mots que je n'avais jamais dits à aucune femme, pas même à Isabella. « Je t'aime tellement que ça me tue. » Diego m'avait attiré plus près, nos corps s'emboîtant parfaitement, comme si nous avions été sculptés l'un pour l'autre. Ses mains avaient de parcouru mon torse, chaque caresse envoyant des vagues d'électricité à travers ma peau. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de semblable. Ce mélange de tendresse et de passion sauvage qui me donnait envie de crier et de chuchoter en même temps. « Alors, ne te marie pas », avait-il dit, ses yeux brillant à la lumière dorée des bougies qu'il gardait toujours allumées dans sa chambre. « Enfuis-toi avec moi. Allons loin d'ici, là où personne ne pourra nous juger ou nous séparer. » Le bruit de la pluie tropicale commençant à tomber dehors me ramena au présent. Ma main trouva instinctivement ma poitrine, où je pouvais sentir mon cœur battre à contre-temps. Dans moins de 12 heures, je serais devant l'autel, promettant une fidélité éternelle à une femme, alors que mon cœur appartenait entièrement à un autre homme. Avant de poursuivre cette histoire palpitante, je vous invite à vous abonner à la chaîne, pour ne manquer aucun chapitre de cette passion interdite. Laissez aussi dans les commentaires la ville d'où vous regardez. J'adore savoir où se trouvent nos auditeurs passionnés par les belles histoires d'amour. Mon histoire a commencé 6 mois plus tôt, lors des festivités de mai à Guadalajara. Je venais de fêter mes 27 ans, et mon père, Don Roberto Mendoza, avait décidé qu'il était temps de stabiliser ma vie par une alliance matrimoniale stratégique. La famille Montemayor contrôlait les exportations de tequila les plus importantes de la région, et notre union scellerait des décennies de compétition commerciale. Isabella était une femme belle, intelligente et sophistiquée. Nous avions dîné ensemble à plusieurs reprises, toujours accompagnés de nos familles respectives, et elle se montrait une compagne appropriée pour les affaires et les événements sociaux. Mais chaque rencontre me laissait plus vide à l'intérieur, comme si je jouais un rôle dans une pièce que je n'avais pas choisie. C'est lors d'une de ces obligations sociales que j'ai rencontré Diego pour la première fois. L'événement était une exposition d'art folklorique mexicain à l'Institut culturel Cabañas, où notre famille faisait régulièrement des dons pour maintenir notre image philanthropique. Je circulais dans la salle au bras d'Isabella, saluant les invités importants et posant pour des photos, lorsqu'une représentation de danse folklorique a commencé dans la cour centrale. Les danseurs étaient magnifiques, mais l'un d'eux en particulier capta complètement mon attention. Il se mouvait avec une grâce féline, chaque mouvement racontant une histoire de passion et de tradition. Ses yeux brun miel brillaient avec une intensité qui me fit oublier où j'étais. Lorsque nos regards se croisèrent au milieu de la performance, j'eus l'impression qu'un éclair traversait ma poitrine. « À qui est-ce » demandai-je discrètement au directeur de l'Institut, essayant de paraître désinvolte. « Diego Herrera, notre principal instructeur de danse folklorique. Il a grandi dans le quartier d'Analco, mais il est talentueux comme peu d'autres. Il enseigne aux enfants de la communauté et aide à préserver nos traditions.
Son nom résonna dans mon esprit comme une prière. Diego. Lorsque la performance s'acheva et que les invités se dispersèrent pour le cocktail, je trouvai une excuse pour m'éloigner d'Isabella et m'approcher de lui. Votre performance était extraordinaire, dis-je, essayant de contrôler mes nerfs. Je n'ai jamais vu quelqu'un raconter une histoire si complète avec seulement des mouvements. Il sourit, et ce fut comme si le soleil se levait en pleine nuit. Merci, Seigneur Mendoza. C'est un honneur de recevoir un tel compliment. Sa voix était mélodieuse, avec l'accent tapatio qui me faisait me sentir plus connecté à mes propres racines. Bon, s'il vous plaît, appelez-moi Alejandro, insistai-je en lui tendant la main. Lorsque nos peaux se touchèrent, je ressentis une décharge électrique remonter le long de mon bras. À son regard, je compris qu'il avait ressenti la même chose. Alejandro, répéta-t-il, comme s'il savourait chaque syllabe. Vous avez un réel intérêt pour la danse folklorique, ou vous êtes simplement poli? Sa question me désarma complètement. La plupart des gens de ma classe sociale n'auraient jamais osé remettre en question mes motivations aussi directement. Sincèrement, je n'y avais jamais prêté attention auparavant, mais vous m'avez donné envie de comprendre ce que chaque mouvement signifie. Ses yeux s'illuminèrent. Si vous voulez vraiment apprendre, je peux vous enseigner. Je donne parfois des cours particuliers. Mon cœur s'emballa. Quand? Que diriez-vous de demain après-midi? Je connais un endroit tranquille, où nous pouvons pratiquer sans interférence. J'acceptais immédiatement, sans penser aux conséquences ou à la manière dont j'expliquerais mon absence à ma famille. Cette nuit-là, je dormis à peine, excité à l'idée de cette rencontre. Pour la première fois depuis des années, je ressentais une excitation sincère pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec les obligations familiales ou les attentes sociales. Le lendemain, Diego m'emmena dans un petit studio de danse dans le centre historique, loin des regards curieux de la haute société. L'endroit était simple mais accueillant, avec des miroirs sur les murs et un parquet poli. Il avait troqué son costume traditionnel pour un t-shirt simple et un jean, mais il semblait toujours plus élégant que n'importe quel homme en smoking que je connaissais. La danse folklorique, ce n'est pas seulement une question de technique, expliqua-t-il en s'échauffant. C'est raconter l'histoire de notre peuple, exprimer des émotions que nous ne pouvons parfois pas mettre en mots. Pendant 2 heures, j'essayais de suivre ces mouvements de base, trébuchant plus souvent que je ne l'aurais voulu. Mais Diego était patient, ses mains corrigeant doucement ma posture, sa voix m'encourageant à chaque progrès. Chaque contact fugace envoyait des vagues de chaleur à travers mon corps. « Tu penses trop », dit-il alors que je peinais à maîtriser une séquence particulièrement difficile. « Ressens la musique. Laisse-la guider tes mouvements. » Je fermais les yeux et me laissais porter par le rythme. Quand je les rouvris, il me regardait avec une expression qui fit s'arrêter le monde. C'était de l'admiration, oui, mais il y avait quelque chose de plus profond, une connexion qui transcendait le professeur et l'élève. « C'est parfait comme ça », murmura-t-il, et pour la première fois de ma vie, je crus pleinement à un compliment. Ce premier cours se transforma en 2, puis 3, toujours en secret, toujours avec des excuses élaborées pour ma famille. À chaque rencontre, notre lien se renforçait. Diego me racontait des histoires de son enfance, dans un quartier ouvrier, de la manière dont la danse l'avait sauvé d'un chemin plus sombre, de ses rêves de partager la culture mexicaine avec le monde entier. De mon côté, je partageais mes frustrations face aux attentes familiales, mon sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ma collection secrète de masques traditionnels, représentant toutes les facettes de ma personnalité que je devais cacher. Chaque masque a une histoire, expliquai-je un jour en lui montrant ma pièce préférée, un jaguar d'Oaxaca. Celui-ci représente la force et le courage. Je l'utilise quand je dois affronter des réunions difficiles au conseil de l'entreprise. Diego toucha délicatement le masque. « Et quand tu es avec moi, quel masque portes-tu »« Aucun, répondis-je sans hésiter. Avec toi, pour la première fois, je peux être simplement moi-même. C'est à ce moment que je compris que j'étais éperdument amoureux. Ce n'était pas un sentiment progressif. C'était comme être frappé par un ouragan d'émotions qui bouleversait complètement ma compréhension de l'amour. Les semaines passèrent dans un tourbillon de rencontres secrètes et de séparations douloureuses. Chaque fois que je devais rentrer chez moi et reprendre mon rôle de futur mari d'Isabella, j'avais l'impression de trahir non seulement elle, mais surtout moi-même. Diego ne faisait jamais pression, n'exigeait jamais de réponse sur mes plans futurs, mais je voyais la douleur grandir dans ses yeux à chaque jour qui passait, sans que je prenne une décision définitive concernant mon mariage arrangé. « Je ne peux pas continuer comme ça », confessai-je une nuit après une énième réunion familiale pour discuter des détails de la cérémonie. « Être loin de toi me tue de l'intérieur. » Il me serra fort dans ses bras, comme s'il voulait me protéger du monde entier. « Alors ne reste pas loin.
Le choix t'appartient, Alejandro. Mais le choix semblait impossible. D'un côté, il y avait 5 générations de traditions familiales, un empire commercial qui dépendait de cette alliance, des attentes qui avaient façonné toute mon éducation. De l'autre, il y avait Diego, et la possibilité d'un bonheur que je ne savais même pas possible. À présent, à la veille de mon mariage, alors que la pluie continuait de tomber et que l'horloge égrenait chaque seconde me rapprochant de l'autel, je savais que je devais prendre la décision la plus difficile de ma vie. Aurais-je le courage de suivre mon cœur? Ne manquez pas le prochain chapitre de cette histoire d'amour interdit. Laissez un like pour nous soutenir et abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout le déroulement de cette passion qui pourrait tout changer. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais j'étais éveillé depuis des heures, observant les premières lueurs de l'aube peindre le ciel de Guadalajara dans des tons roses et dorés. C'était le jour de mon mariage, et chaque fibre de mon être hurlait en protestation contre ce qui allait se passer. Je me levai du lit et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant les jardiniers déjà à l'œuvre pour les préparatifs finaux de la cérémonie qui aurait lieu dans le jardin de notre propriété, à 5 heures de l'après-midi. Des tentes blanches élégantes avaient été dressées, des milliers de fleurs importées créaient un décor de contes de fées, et un petit orchestre accordait ses instruments. Tout semblait parfait pour unir 2 des familles les plus puissantes de Jalisco. Tout sauf le marié. Mon téléphone vibra discrètement. Un message de Diego. « Je sais qu'aujourd'hui est difficile pour toi. Je veux juste que tu saches que je t'aime, quoi qu'il arrive. Ton bonheur est plus important que le mien. » Je sentis les larmes brûler mes yeux. Comment quelqu'un pouvait-il m'aimer de manière si désintéressée? Isabella méritait un mari qui l'aime avec cette intensité. Et Diego méritait quelqu'un qui puisse crier au monde entier à quel point il l'aimait, sans se cacher derrière des traditions familiales et des obligations sociales. Je tapais et effaçais une réponse 10 fois avant d'écrire finalement « Je t'aime aussi », plus que les mots ne peuvent l'exprimer. La porte de ma chambre s'ouvrit sans cérémonie, et mon père entra avec sa présence imposante habituelle. Don Roberto Mendoza était un homme qui commandait le respect partout où il allait. Grand, cheveux gris parfaitement coiffés, costume toujours taillé sur mesure. Mais à ce moment-là, il y avait quelque chose de différent dans son expression, une douceur qu'il montrait rarement. « Comment te sens-tu, Mijo ?» demanda-t-il, utilisant le surnom affectueux de mon enfance que je n'avais pas entendu depuis des années. « Nerveux ?» répondis-je honnêtement, incapable de lui mentir à cet instant. Il s'approcha et posa une main lourde sur mon épaule. « C'est normal. Tous les hommes de notre famille ont été nerveux le jour de leur mariage. Ton grand-père, moi, c'est un grand pas. Papa, commençai-je, sentant que c'était peut-être ma dernière chance d'être honnête. Et si je n'étais pas prêt? Et si... Alejandro, m'interrompit-il fermement mais sans colère. Isabella est une femme extraordinaire. Vous construirez quelque chose de solide ensemble, comme ta mère et moi l'avons fait. L'amour met parfois du temps à venir, mais quand il arrive sur une base solide de respect et de valeurs partagées, c'est pour la vie. Ses yeux s'adoucirent en mentionnant ma mère, décédée quand j'avais 15 ans. Leurs parents avaient également arrangé leur mariage, et ils avaient réellement trouvé l'amour l'un pour l'autre. Mais était-il juste d'espérer que la même chance se répète pour moi? Ton grand-père m'a parlé une fois d'un amour qu'il avait eu quand il était jeune, continua mon père, me surprenant complètement. Une femme qu'il avait rencontrée avant son mariage arrangé avec ta grand-mère. Il m'a dit que ce fut la décision la plus difficile de sa vie, mais qu'il n'a jamais regretté d'avoir choisi la famille. Roberto, m'a-t-il dit, l'amour véritable signifie parfois faire des sacrifices pour le bien de ceux qui dépendent de nous. Ces mots frappèrent en ma poitrine comme des poignards. Mon grand-père avait vécu exactement ce que je vivais, et il avait choisi le devoir plutôt que son cœur. Était-il heureux? Demandai-je, la voix tremblante. Très heureux. Ta grand-mère est devenue le grand amour de sa vie et ensemble, ils ont construit tout ce que nous avons aujourd'hui. Il fit un geste large. Parfois, Mijo, la vie nous présente des chemins qui semblent impossibles au début, mais qui mènent à des destinations que nous n'aurions jamais imaginées. Après son départ, je restais seul avec mes pensées tumultueuses. Étais-je égoïste de penser uniquement à mon propre bonheur? Combien de personnes dépendèrent des affaires de notre famille? Combien d'emplois seraient affectés si l'alliance avec les Montemayor ne se concrétisait pas? La journée passa dans un brouillard de préparatifs. Le barbier vint me raser et me couper les cheveux. Le tailleur fit les derniers ajustements à mon smoking. Des parents éloignés commencèrent à arriver pour la cérémonie. Je jouais mon rôle automatiquement, souriant quand il le fallait, saluant les invités, mais mon esprit était ailleurs. À 3 heures de l'après-midi, 2 heures avant la cérémonie, je réussis enfin à avoir un moment seul. Je dis à ma famille
que j'avais besoin d'air frais et sortis me promener dans les jardins de la propriété. Mes pas me menèrent instinctivement vers le kiosque où je jouais enfant, un endroit isolé au fond de la propriété, où des rosiers sauvages formaient un mur naturel d'intimité. C'est là que je trouvai Diego m'attendant. Mon cœur s'arrêta un instant. Il était adossé à l'une des colonnes du kiosque, portant une chemise bleu clair qui mettait en valeur ses yeux brun miel et un pantalon sombre. Je ne l'avais jamais vu aussi élégant, mais il conservait cette naturalité qui m'attirait tant. « Comment as-tu » commençai-je à demander, mais il m'interrompit avec un sourire triste. « Ton jardinier, Miguel, m'a laissé entrer par l'arrière. Il a dit que tu semblais avoir besoin d'un ami. » Diego marqua une pause, ses yeux parcourant mon visage comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. « Je suis venu te dire au revoir, Diego, » murmurai-je, ma voix se brisant. « Non. » Il secoua la tête. « Laisse-moi parler d'abord. Je sais que tu vas te marier dans 2 heures, et je sais pourquoi tu dois le faire. Je comprends les obligations, la famille, tout ce qui est en jeu. Je voulais juste te dire que ces mois à tes côtés ont été les plus heureux de ma vie. » Les larmes coulaient librement sur mon visage. « Je ne peux pas faire ça, Diego. Je ne peux pas l'épouser en t'aimant comme je t'aime. » Il s'approcha et prit mon visage entre ses mains calleuses. « Tu peux le faire, et tu peux aussi être heureux, d'une manière différente. Isabella est une bonne personne et vous pouvez construire quelque chose de bien ensemble. »« Et toi ?» demandai-je, posant mes mains sur les siennes. « Que va-t-il t'arriver ? Je vais continuer à danser, à enseigner, à vivre, et je garderai chaque moment que nous avons passé ensemble comme un trésor. » Il se pencha et embrassa mon front, avec une tendresse infinie. Peut-être que c'était ainsi que ça devait être. Peut-être que je suis entré dans ta vie non pas pour rester, mais pour te montrer que tu es capable d'aimer profondément. Ce n'est pas juste, murmurai-je contre son cou. Pourquoi l'amour doit-il être si compliqué ? Parce que les choses les plus précieuses de la vie le sont toujours, répondit-il, me serrant fort, mais ça ne les rend pas moins précieuses. Nous restâmes enlacés en silence pendant de longues minutes, savourant peut-être la dernière fois où nous pouvions exprimer librement ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Le parfum de sa peau se mêlait à celui des rosiers autour de nous, créant un souvenir que je savais me suivre toute ma vie. « J'ai quelque chose pour toi », dit Diego, s'écartant légèrement pour sortir un petit objet de sa poche. C'était une miniature en bois sculpté, représentant 2 danseurs en mouvement, leurs silhouettes s'entrelçant dans une danse éternelle. « Je l'ai sculptée moi-même », expliqua-t-il en la plaçant dans ma main, « pour que tu te souviennes toujours que tu as été capable de danser, même quand tu pensais ne pas savoir comment faire. » Je regardais la petite sculpture, chaque détail travaillé avec amour et précision. « Elle est parfaite », parvins-je à dire, la voix chargée d'émotion. « Comme toi », murmura-t-il, m'embrassant doucement une dernière fois. « Sois heureux, Alejandro. C'est tout ce que j'ai toujours souhaité pour toi. » Lorsqu'il s'éloigna pour partir, je dus mobiliser toute ma volonté pour ne pas courir après lui. Je restais immobile dans le kiosque, tenant la petite sculpture et regardant la silhouette de l'homme que j'aimais disparaître entre les arbres. 1 heure plus tard, j'étais devant le miroir de ma chambre, ajustant la cravate de mon smoking. Ma mère m'avait laissé une paire de boutons de manchette en or comme héritage pour le jour de mon mariage, et je les portais maintenant, ressentant le poids de la tradition familiale à chaque mouvement. La petite sculpture de Diego était rangée dans la poche intérieure de ma veste près de mon cœur. Ce serait mon secret, mon souvenir d'avoir connu le véritable amour, même si ce n'était que pour un court moment. Isabella arriva ponctuellement à 5 heures, resplendissante dans une robe de mariée qui avait coûté plus cher que la maison où vivait Diego. Elle me sourit lorsque nos regards se croisèrent à l'hôtel. Un sourire doux et plein d'espoir qui amplifia encore ma culpabilité. Pendant toute la cérémonie, je me forçais à me concentrer sur ces paroles d'amour et d'engagement, sur les vœux que nous échangions devant Dieu et nos familles. Isabella croyait vraiment que nous pourrions être heureux ensemble, et peut-être, avec du temps et des efforts, le serions-nous. Lorsque le prêtre nous déclara mari et femme et me dit d'embrasser la mariée, je fermai les yeux et essayai de ressentir autre chose que de la résignation. Le baiser fut chaste, respectueux, approprié au moment. Les invités applaudirent, les photographes capturèrent l'instant pour la postérité, et officiellement je devins le mari d'Isabella Montemayor de Mendoza. Mais une partie de mon cœur restait dans le kiosque avec Diego, dansant sur une musique que nous seuls pouvions entendre. La réception de mariage se prolongea jusqu'au petit matin. Je dansais avec Isabella, saluais des centaines d'invités, souris pour les photos, trinquais à notre avenir. Extérieurement, j'étais le marié heureux que tout le monde attendait de voir. Intérieurement, j'avais l'impression de jouer le rôle le plus difficile de ma vie. Pendant notre première danse en tant que mari et femme,
Isabella murmura à mon oreille. Je sais que tout cela est étrange pour nous deux, Alejandro, mais je te promets que je ferai tout pour que nous soyons heureux ensemble. Je regardai ses yeux sincères et ressentis une véritable affection pour elle. Isabella n'était pas coupable d'être au milieu d'une situation qu'elle n'avait pas choisie. Elle aussi faisait de son mieux avec les cartes que la vie lui avait distribuées. Je te le promets aussi, répondis-je, et je le pensais sincèrement. Peut-être que l'amour pourrait grandir avec le temps. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen d'être heureux ensemble, en construisant quelque chose de solide basé sur le respect mutuel et des objectifs communs. Mais tandis que nous dansions au son de l'orchestre, ma main toucha instinctivement la poche où je gardais la petite sculpture de Diego, et je sus qu'une partie de moi appartiendrait toujours à ses yeux brun miel, et à cette passion qui m'avait appris le véritable sens de l'amour. La question qui persistait était, serait-il possible d'être heureux en gardant un amour secret dans mon cœur, ou cet amour finirait-il par détruire toute chance de construire quelque chose de réel avec Isabella? 3 mois s'étaient écoulés depuis mon mariage, et la routine de la vie conjugale s'était installée comme une danse soigneusement chorégraphiée. Isabella et moi vivions dans l'aile est du manoir familial, dans un espace qu'elle avait décoré avec un goût impeccable, des tons neutres, des meubles modernes mélangés à des pièces coloniales. Tout était élégant et harmonieux, comme notre propre relation. Elle faisait vraiment des efforts pour que nous soyons heureux. Elle organisait des dîners intimes, m'accompagnait aux événements sociaux avec une grâce naturelle, et avait même commencé à se renseigner sur les affaires familiales pour pouvoir contribuer aux discussions. Isabella était intelligente, attentionnée et dévouée. N'importe quel homme aurait été chanceux de l'avoir comme épouse. Alors pourquoi me réveillais-je chaque matin avec le sentiment qu'il me manquait quelque chose d'essentiel dans ma vie? Ce matin d'août précis, j'étais dans le bureau de l'entreprise, en train de relire des contrats d'exportation, lorsque ma secrétaire Lucia frappa discrètement à la porte. « Désolé, Seigneur Mendoza, mais votre tante Carmen est ici et insiste pour vous parler. Elle dit que c'est urgent. » Tia Carmen était la sœur cadette de mon père, une femme de 60 ans qui avait choisi de ne jamais se marier et de consacrer sa vie à l'art et aux causes sociales. Elle gérait plusieurs fondations familiales et était connue pour ses opinions fortes et peu conventionnelles, selon les normes de notre famille. « Faites-la entrer, » répondis-je, curieux de savoir ce qui pouvait amener ma tante au bureau avec une telle urgence. Carmen entra comme un ouragan, ses cheveux gris flottant librement, portant une de ses robes colorées typiques et tenant un dossier en cuir usé. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité que je connaissais bien. Cela signifiait qu'elle avait découvert quelque chose d'important et probablement controversé. « Alejandro Mijo », dit-elle en embrassant mon front avant de s'asseoir sur la chaise face à mon bureau. « Nous devons parler de quelque chose que j'ai trouvé dans les archives familiales. »« Les archives familiales ?» demandai-je, intrigué. « Quel genre d'archives ?» Elle ouvrit le dossier et en sortit plusieurs photographies jaunies par le temps, des documents anciens et ce qui semblait être un journal relié en cuir. Je triais les affaires de ton grand-père pour les donner au musée régional quand j'ai trouvé ceci caché dans un compartiment secret de son bureau. Je pris une des photographies et mon cœur s'arrêta presque. C'était mon grand-père, Don Emilio. Très jeune, peut-être âgé de 25 ans. Il était enlacé avec un homme du même âge, tous deux souriants avec une intimité et une joie qui me firent comprendre immédiatement ce que je voyais. « Tia Carmen », commençai-je, mais elle m'interrompit. Il s'appelait Joaquín Morales. C'était un poète, issu d'une famille modeste de Tlaquepaque. Ils se sont rencontrés pendant les festivités de 1943 et sont tombés follement amoureux. Elle pointa d'autres photographies, les deux hommes dans différents endroits de Guadalajara, toujours ensemble, toujours avec cette même expression d'amour profond. Mes mains tremblaient en prenant le journal. « Papa est au courant ? » « Non. Ton grand-père a emporté ce secret dans sa tombe. Mais en lisant les entrées du journal, j'ai découvert qu'il a vécu exactement ce que tu vis maintenant. » J'ouvris le journal à une page marquée d'un ruban rouge. L'écriture élégante de mon grand-père jaillissait des pages jaunies. 15 mars 1944. Aujourd'hui, mon père a annoncé mes fiançailles avec Carmen Montemayor. J'ai eu l'impression que le monde s'effondrait autour de moi. Comment puis-je l'épouser en aimant Joaquín de cette manière? Comment puis-je prétendre être quelqu'un que je ne suis pas pour le reste de ma vie? Mais les responsabilités pèsent sur mes épaules comme des pierres. Nous sommes la 5e génération de cette entreprise et tant de familles dépendent de nous. Je m'arrêtais de lire, sentant comme si je regardais un miroir du passé. Carmen observait ma réaction avec des yeux compréhensifs. « Continue de lire », murmura-t-elle doucement. 20 mars 1944. Joaquín est venu me voir aujourd'hui. Il m'a dit qu'il comprenait ma situation
et qu'il ne voulait pas être la cause de la destruction de ma famille. Il a promis de disparaître de ma vie pour que je puisse accomplir mon devoir. Son amour pour moi est si grand qu'il est prêt à se sacrifier pour mon bonheur. Comment puis-je permettre cela? Comment puis-je le laisser partir? Je sentis les larmes brûler mes yeux. La situation était identique à la mienne, comme si l'histoire se répétait à travers les générations. 25 mars 1944. Je me suis marié aujourd'hui avec Carmen. C'est une femme merveilleuse qui mérite un mari qui l'aime pleinement. Pendant la cérémonie, je ne pouvais penser qu'à Joaquin et à la vie que nous n'aurons jamais ensemble. Je promets d'essayer d'être un bon mari, mais une partie de mon cœur appartiendra toujours à ce poète aux yeux noirs qui m'a appris le véritable sens de l'amour. Je refermai le journal avec force, les mots résonnant dans mon esprit comme une prophétie. Carmen se pencha en avant et toucha ma main. « Ton grand-père a été heureux, Alejandro. Lui et ta grand-mère ont construit un mariage solide et aimant. Mais il n'a jamais oublié Joaquin. J'ai trouvé des lettres qu'ils ont échangées secrètement pendant des années, même après le mariage. »« Des lettres ?» demandai-je, ma voix réduite à un murmure. Elle sortit un paquet d'enveloppes jaunies attachées par un ruban bleu. La dernière date de 1960. Joaquin est devenu un poète reconnu. Il a publié plusieurs livres. Il ne s'est jamais marié. Les lettres parlent d'un amour qui est resté pur et véritable à travers les années, même à distance. Je pris une des lettres les plus récentes et lus quelques lignes de l'écriture élégante de Joaquin. « Mon cher Emilio, une autre année a passé, et je sens encore ton nom résonner dans chaque vers que j'écris. Je sais que tu as construit une belle vie avec Carmen et tes enfants, et cela me remplit de joie, car ton bonheur a toujours été plus important que le mien. Mais sache qu'il y a quelque part au Mexique un vieux poète qui danse encore dans ses rêves, avec le jeune homme qu'il a rencontré il y a tant d'années. Pourquoi me montres-tu cela, Tia ? Demandai-je, sentant mon monde se réorganiser. Parce que tu as les mêmes yeux que ton grand-père quand il est revenu de sa lune de miel. Triste, résigné, mais toujours rêveur. Et parce qu'hier, j'ai reçu un appel étrange. Mon cœur s'emballa. Quel genre d'appel ? Un jeune homme nommé Diego Herrera a appelé la fondation. Il a dit qu'il devait me parler d'un projet culturel urgent. Quelque chose à propos de préserver des traditions qui se perdent. Elle me regarda avec un sourire malin. Une coïncidence intéressante, ne trouves-tu pas ? Je sentis le sang quitter mon visage. Tia, je peux expliquer... Tu n'as rien à expliquer, Mijo. J'ai 70 ans de vie et des yeux dans la tête. Je sais reconnaître l'amour véritable quand je le vois. Elle se leva et rangea les documents dans le dossier. Diego m'a demandé de le rencontrer demain, à la fondation, à 3 heures. Il a dit que c'était à propos de toi. Après son départ, je restais seul dans le bureau, 1000 pensées tumultueuses envahissant mon esprit. Diego avait contacté ma tante. Que voulait-il ? Et plus important encore, que ferais-je de cette information ? Ce soir-là, pendant le dîner, Isabella remarqua ma distraction. « Tout va bien, Amor ?» demanda-t-elle, posant délicatement sa main sur la mienne. « Tu sembles préoccupé. » Je regardai son visage sincère et ressentis une pointe de culpabilité. Ces derniers mois, elle s'était tellement efforcée de créer un lien authentique entre nous. Nous avions développé une amitié solide, basée sur un respect mutuel et une affection véritable. Ce n'était pas la passion dévorante que je ressentais pour Diego, mais c'était réel et précieux. Juste des questions de travail, mentis-je, forçant un sourire. Rien de grave. Elle hocha la tête, mais je vis qu'elle n'était pas totalement convaincue. Isabella était plus observatrice que je ne l'avais imaginé au départ. « Alejandro, » dit-elle doucement, « je sais que notre mariage n'a pas commencé de manière traditionnelle. Nous n'avons pas eu de romance amoureuse ni ne sommes tombés amoureux avant de nous marier. Mais je veux que tu saches que je suis sincèrement heureuse avec toi et que j'espère que nous pourrons continuer à grandir ensemble. » Ces mots transpercèrent mon cœur comme des lames. Comment pouvait-elle être si généreuse et compréhensive ? Comment pouvais-je continuer à mentir à quelqu'un d'aussi sincère ? « Isabella, commençai-je, presque prêt à tout confesser à cet instant. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » m'interrompit-elle gentiment. « Je veux juste que tu saches que je suis là, quoi qu'il arrive. » Le lendemain, à 3 heures précises, j'étais devant le bâtiment de la Fondation culturelle Mendoza, le cœur battant comme un tambour. Je n'avais pas vu Diego depuis 3 mois, depuis cet adieu douloureux dans le kiosque. Que voulait-il ? Comment connaissait-il ma tante Carmen ? La réceptionniste me dirigea vers le bureau de Tia Carmen au 3e étage. Lorsque j'ouvris la porte, il était là, de dos, regardant par la fenêtre la vue sur la ville. Il portait une chemise blanche simple et un jean sombre, mais pour moi, il semblait plus élégant que n'importe quel homme en costume. « Bonjour Alejandro », dit-il sans se retourner, comme s'il pouvait sentir ma présence. « Diego,
répondis-je, ma voix rauque. Que fais-tu ici? Il se tourna lentement et nos regards se croisèrent pour la première fois en 3 mois. Il était encore plus beau, si c'était possible, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, une détermination qui n'était pas là auparavant. Je suis venu faire une proposition à ta tante, dit-il, s'approchant lentement. Et je suis venu te demander quelque chose. Quel genre de proposition? Carmen choisit ce moment pour entrer dans le bureau, portant un plateau avec du café. Parfait timing, dit-elle avec un sourire. Diego me parlait de son projet très intéressant. Un projet? Demandai-je, regardant tour à tour les deux. Diego prit une profonde inspiration avant de parler. Je veux créer un centre culturel au cœur de Guadalajara, un lieu où les enfants de communautés défavorisées pourront apprendre la danse, la musique, le théâtre, la littérature, où nous pourrons préserver nos traditions mexicaines tout en créant des opportunités pour les jeunes talentueux. La passion dans sa voix était indéniable. Ses yeux brillaient de la même manière qu'ils brillaient lorsqu'il parlait de danse, mais il y avait maintenant une vision plus large, qui dépassait ses propres ambitions. C'est un projet magnifique, dit Carmen, et la Fondation est intéressée à le soutenir. Mais Diego a dit qu'il ne peut pas accepter notre parrainage sans ton approbation personnelle. Je regardais Diego, perplexe. Mon approbation? Pourquoi? Parce que, dit-il, ses yeux ne quittant pas les miens, je ne veux pas que tu penses que j'utilise notre passé pour obtenir des avantages. Je ne veux pas que tu crois que je me suis approché de ta famille par intérêt. L'honnêteté brutale de ces mots me frappa comme un coup de poing. Même après des mois de séparation, même en sachant que j'étais marié et engagé dans une autre vie, Diego se souciait encore de ce que je pensais de lui. De plus, continua-t-il, je veux que tu sois mon associé dans ce projet. Associé? Demandâmes-nous en chœur, Carmen et moi. Tu as des connexions, des ressources, une connaissance du monde des affaires. J'ai la passion, la connaissance culturelle et l'expérience avec les communautés. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de vraiment transformateur. Il marqua une pause. Bien sûr, ce serait strictement professionnel. Je respecterai totalement ton mariage et ta nouvelle vie. Je sentis mon cœur se déchirer entre espoir et terreur. Travailler avec Diego signifierait le voir régulièrement, être près de lui, lutter constamment contre mes sentiments. Mais cela signifierait aussi canaliser notre connexion dans quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait changer la vie de centaines de jeunes. J'ai besoin de réfléchir, dis-je finalement. Bien sûr, acquiesça Diego. Mais il y a une chose que je dois te montrer d'abord. Il sortit une photo de sa poche et la posa sur la table. C'était une image d'une vingtaine d'enfants de différents âges, tous en costume de danse folklorique, souriants et pleins de vie. Ce sont mes élèves actuels, expliqua-t-il. La plupart viennent de familles qui peuvent à peine payer les cours. Certains n'ont même pas de chaussures adaptées pour danser. Mais tous ont un talent incroyable et des rêves immenses. Maria, 8 ans, veut devenir chorégraphe. Carlos, 12 ans, écrit ses propres chansons. Lucia, 15 ans, a déjà remporté 3 concours régionaux. Ces mots peignaient une image vivante d'espoir et de possibilités. Je regardais les visages souriants sur la photo et y vis refléter les mêmes rêves que j'avais abandonnés, la même passion que j'avais choisi d'étouffer. Le centre culturel, ce n'est pas seulement pour l'art, continua Diego. C'est pour offrir à ces enfants des alternatives, leur montrer qu'ils peuvent être tout ce qu'ils veulent. C'est pour préserver notre identité culturelle tout en construisant des ponts vers l'avenir. Carmen observait notre conversation en silence, mais je remarquai un petit sourire sur ses lèvres. Elle savait exactement ce qu'elle faisait en organisant cette rencontre. « Je vais réfléchir à ta proposition », répétai-je, mais je savais que ma décision était déjà prise. Comment pourrais-je dire non à un projet qui incarnait tout ce que Diego représentait, passion, purpose et possibilité de transformation? Merci, dit-il simplement. C'est tout ce que je demande. En quittant la fondation cet après-midi-là, je portais avec moi non seulement le souvenir de cette rencontre, mais aussi une série de révélations qui bouleversaient complètement ma compréhension de ma famille, de mon passé et peut-être de mon avenir. Mon grand-père avait aimé profondément et trouvé un moyen d'honorer cet amour tout en remplissant ses obligations familiales. Diego avait trouvé une manière de rester dans ma vie sans compromettre mon mariage, mais qui pourrait nous donner un objectif commun. Mais la question qui me tourmentait était, serait-il possible de travailler aux côtés de l'homme que j'aimais, sans que cela détruise tout ce que j'avais essayé de construire avec Isabella? La réponse viendrait plus tôt que je ne l'imaginais. 2 semaines après la réunion à la fondation, je pris la décision qui changerait tout. J'acceptais la proposition de Diego de créer ensemble le centre culturel.
Isabella avait pleinement soutenu l'idée lorsque je lui en avais parlé, disant qu'il était merveilleux de voir ma passion pour les causes sociales s'éveiller. Si seulement elle savait que ma véritable passion était pour l'homme derrière le projet. Notre premier jour de travail ensemble fut un lundi pluvieux de septembre. Diego avait loué un vieux bâtiment colonial dans le centre historique, une construction qui nécessitait des rénovations complètes, mais qui avait une structure solide et une âme indéniable. Quand j'arrivais à 8 heures du matin, il était déjà là, mesurant les espaces et prenant des notes. « Buenos dias, socio », dit-il avec un sourire qui fit bondir mon cœur. « Buenos dias », répondis-je, essayant de garder un ton professionnel. « Par où commençons-nous » Pendant les premières heures, nous parvînmes à maintenir une dynamique strictement professionnelle. Nous discutâmes des budgets, des calendriers de rénovation, du recrutement des professeurs. Diego avait préparé un plan détaillé et impressionnant, démontrant qu'il avait réfléchi à chaque aspect du projet avec un soin méticuleux. Mais au fil de la journée, notre ancienne chimie commença à ressurgir naturellement, riant à ses blagues, admirant sa passion lorsqu'il parlait des programmes éducatifs, ressentant cette familiarité chaleureuse qui avait toujours existé entre nous. Il était impossible d'ignorer la connexion qui vibrait encore sous la surface de la formalité professionnelle. Le problème survint le mercredi de la 2e semaine. Nous étions au 2e étage du bâtiment, planifiant la répartition des espaces pour différentes activités, lorsque Diego trébucha sur une planche mal fixée du vieux parquet. Instinctivement, je tendis le bras pour le retenir, et pendant un instant, nous fûmes très proches, mon bras autour de sa taille, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Le temps s'arrêta. Je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau, voir les petites taches dorées dans ses yeux brun miel, sentir la chaleur de son corps contre le mien. Pendant une seconde éternelle, j'oubliais complètement où j'étais, qui j'étais, avec qui j'étais marié. « Alejandro », murmura-t-il mon nom comme une prière. Ce fut le bruit de la porte principale s'ouvrant au rez-de-chaussée qui nous ramena à la réalité. Nous nous écartâmes rapidement, Diego ajustant sa chemise, moi passant mes mains dans mes cheveux pour tenter de reprendre contenance. « Ce doit être l'entrepreneur », dit-il, sa voix légèrement tremblante. Mais ce n'était pas l'entrepreneur, c'était Isabella. Elle monta les escaliers avec son élégance naturelle, portant un panier en osier et souriant. Elle arborait une robe bleu clair qui mettait en valeur ses yeux, les cheveux relevés en un chignon décontracté qui la faisait paraître plus jeune. « J'ai pensé à vous apporter le déjeuner », dit-elle, embrassant ma joue avec désinvolture. « J'imagine que vous êtes tellement absorbé par le travail que vous avez oublié de manger. » Je sentis mon visage s'enflammer de culpabilité, non seulement à cause de la proximité physique avec Diego quelques instants plus tôt, mais aussi à cause de la manière dont Isabella prenait soin de moi, toujours attentionnée et affectueuse, alors que je gardais des secrets qui pourraient détruire notre mariage. « Isabella, voici Diego Herrera, mon associé dans le projet, » dis-je, observant soigneusement leur réaction. « Enchanté, » dit Diego, tendant la main avec un professionnalisme irréprochable. « Alejandro parle très bien de vous. »« De même, » répondit-elle, l'étudiant avec un regard que je ne parvenais pas à déchiffrer complètement. C'est excitant de voir Alejandro si impliqué dans quelque chose qui lui tient manifestement à cœur. Nous déjeunâmes tous les trois autour d'une petite table improvisée, dans ce qui deviendrait la future bibliothèque du centre. Isabella posa des questions intelligentes sur le projet, montrant un intérêt sincère pour les programmes éducatifs et la mission sociale de l'initiative. Diego répondit avec sa passion caractéristique, mais je remarquai qu'il évitait de croiser mon regard directement. Ce fut pendant le dessert qu'Isabella posa la question qui changea tout. « Diego, êtes-vous marié ?» Il manqua de s'étouffer avec son café. « Non, je ne le suis pas. »« Une petite amie ?» insista-t-elle avec un sourire apparemment innocent. « Non plus », répondit-il visiblement mal à l'aise avec le tour que prenait la conversation. « Intéressant », murmura Isabella, et quelque chose dans son ton me fit me crisper l'estomac. « Un homme beau et talentueux comme vous, célibataire à... quel âge ?»« 29 ans, répondit Diego. « 29 ans, répéta-t-elle pensivement. « Et vous n'avez jamais trouvé quelqu'un de spécial ?» Je voulais intervenir, changer de sujet, mais j'étais paralysé par la tension croissante dans l'atmosphère. Diego me lança un regard rapide avant de répondre. Disons que les circonstances n'ont jamais été favorables. Isabella hocha lentement la tête. Je comprends. Parfois, la vie nous présente des situations compliquées. Après son départ, Diego et moi restâmes silencieux pendant de longues minutes. Finalement, il brisa le silence. « Ta femme est très intelligente, dit-il. Pourquoi dis-tu cela ? Parce qu'elle sait, répondit-il simplement. Peut-être pas les détails, mais elle sait qu'il y a quelque chose entre nous.
Mon sang se glaça. Tu penses que... Alejandro, je suis professeur. Je passe mes journées à observer les gens, à lire leurs expressions, à comprendre les dynamiques. Elle n'a pas posé toutes ces questions par simple curiosité. Diego s'approcha, mais garda une distance respectueuse. Et elle a raison de se méfier. Ce qui a failli se passer ici tout à l'heure, il ne s'est rien passé, l'interrompis-je rapidement. Exactement, il ne s'est rien passé. Mais nous savons tous les deux que ça aurait pu. Ses yeux rencontrèrent les miens. Alejandro, si nous ne pouvons pas maintenir une simple distance professionnelle, peut-être devrions-nous reconsidérer ce partenariat. Non, le mot sortit plus fort que prévu. Nous ne pouvons pas abandonner le projet à cause de ça. Les enfants, le centre, tout ce que nous avons planifié. Alors, nous devons établir des limites claires, dit-il fermement. Des horaires de travail précis, toujours avec d'autres personnes présentes, des communications uniquement par email ou téléphone si nécessaire. J'acceptais, mais je savais que ce serait l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais essayé de faire. Le problème, c'est que même ces précautions ne suffirent pas. La semaine suivante, Don Roberto, mon père, apparut au centre pendant les rénovations. Il n'avait pas prévenu de sa visite, ce qui signifiait que ce n'était pas une visite anodine. Quand mon père se présentait sans prévenir, cela signifiait généralement des problèmes. « Mijo », dit-il, observant l'espace en cours de rénovation avec une expression neutre. « Pouvons-nous parler en privé ?» Nous nous rendîmes dans un petit bureau temporaire que nous avions installé au rez-de-chaussée. Mon père ferma la porte et s'assit sur la chaise face à mon bureau improvisé, ses mains croisées sur la canne qu'il utilisait plus pour l'élégance que par nécessité. « Parle-moi de ton associé, dit-il sans détour. Diego est un éducateur exceptionnel et un connaisseur profond de la culture mexicaine, répondis-je, essayant de garder une voix neutre. Le projet ne serait pas possible sans son expertise. Je ne parle pas de ses qualifications professionnelles, dit mon père, ses yeux sombres m'étudiant avec intensité. Je parle de la nature de votre relation. Je sentis le monde commencer à s'effondrer autour de moi. Je ne comprends pas. Alejandro, m'interrompit-il avec une voix calmement menaçante. J'ai 63 ans et je n'ai pas construit cet empire en étant naïf. J'ai aussi des amis dans beaucoup d'endroits de cette ville. Mon cœur s'emballa. Quel genre d'amis? Le genre qui m'informe quand mon fils unique, récemment marié, est vu dans des situations douteuses avec le même homme à plusieurs reprises au fil des mois. La pièce se mit à tourner autour de moi. Quelqu'un nous avait vus ensemble avant le mariage. Quelqu'un l'avait dit à mon père. Tout s'effondrait. Papa, je peux expliquer. Je ne veux pas d'explication, dit-il en se levant. Je veux des solutions. Ce projet culturel va s'arrêter. Aujourd'hui, tu vas couper tous les liens avec ce Diego Herrera immédiatement. Je ne peux pas faire ça, répondis-je, me levant aussi. Nous avons pris des engagements envers la communauté, envers les enfants. Tu peux et tu vas le faire, rétorqua-t-il d'une voix glaciale. Parce que si tu ne le fais pas, ce ne sera pas seulement ton mariage qui s'arrêtera. Ce sera toute ta vie telle que tu la connais. Que veux-tu dire? Don Roberto se dirigea vers la porte avant de répondre. Isabella est une femme intelligente et observatrice. Si elle commence à poser les bonnes questions aux bonnes personnes, elle découvrira des choses qui non seulement détruiront ton mariage, mais saliront aussi irrémédiablement le nom de notre famille. Il marqua une pause. Et si cela arrive, tu ne seras pas seulement déshérité. Je m'assurerai que Diego Herrera ne travaille plus jamais dans aucune institution culturelle financée par notre famille ou nos associés. Et cela, Mijo, inclut presque toutes les opportunités significatives à Jalisco. La menace était claire et brutale. Non seulement ma propre vie serait détruite, mais la carrière et les rêves de Diego seraient également anéantis. Tu as jusqu'à demain midi pour régler ça, dit mon père avant de sortir. Et Alejandro, si tu aimes vraiment cet homme, tu le protégeras en faisant ce qu'il faut. Après son départ, je m'effondrais sur la chaise, les mains tremblantes. Pour la première fois de ma vie, je compris pleinement le poids des mots écrits par mon grand-père dans son journal des décennies plus tôt. Les mêmes forces qui l'avaient forcé à choisir entre l'amour et le devoir se retournaient maintenant contre moi, mais cette fois, les conséquences seraient encore plus dévastatrices. Il ne s'agissait pas seulement de mon propre bonheur ou de la préservation des traditions familiales. Désormais, ma décision déterminerait si Diego pourrait continuer à poursuivre sa passion et aider les enfants qui dépendèrent de lui, ou s'il serait forcé d'abandonner tout ce qu'il aimait à cause de moi. Comme mon grand-père l'avait découvert tant d'années auparavant, aimer quelqu'un véritablement signifie parfois être prêt à sacrifier son propre bonheur pour la sécurité et le bien-être de la personne aimée. Mais contrairement à mon grand-père, je n'avais pas seulement mon propre cœur à protéger. J'avais aussi celui d'Isabella, qui ne méritait pas d'être trompée,
et les rêves de dizaines d'enfants qui comptaient sur nous pour créer le centre culturel. La question qui me tourmentait était, existait-il un moyen de protéger tous ceux que j'aimais, ou serais-je forcé de choisir qui sacrifier sur l'autel des attentes sociales et du pouvoir familial? Les mains encore tremblantes, je pris mon téléphone pour appeler Diego. Il était temps d'avoir la conversation la plus difficile de ma vie. L'appel à Diego fut le plus dur de ma vie. La voix tremblante, j'expliquai tout. La menace de mon père, l'ultimatum, les conséquences dévastatrices qui s'abattraient sur lui si nous ne mettions pas fin à notre partenariat immédiatement. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne avant qu'il ne réponde enfin. « Je comprends », dit-il simplement, mais je pouvais entendre la douleur dans sa voix. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Diego, Non, Alejandro, tu fais ce qu'il faut. Je ne peux pas être la cause de la destruction de ta famille ou de ton mariage. Sa voix devint plus ferme. Je vais m'occuper de tout. Annuler les contrats, rendre les équipements déjà achetés, parler aux enfants. Les enfants, murmurai-je, sentant une douleur aiguë dans la poitrine. Comment allons-nous leur expliquer? Je dirais qu'il y a eu des complications financières imprévues. Ce n'est pas complètement un mensonge. Il y eut une longue pause. Alejandro, je veux que tu saches une chose. C'est moi à travailler avec toi, à voir ta passion pour le projet, ton véritable intérêt pour les enfants. Ça m'a fait t'aimer encore plus. Tu es un homme bon, même quand les circonstances te forcent à prendre des décisions difficiles. Je raccrochais, des larmes coulant sur mon visage et le cœur brisé en 1000 morceaux. Le lendemain, j'arrivais au centre culturel pour la dernière fois. Diego avait déjà commencé à emballer les matériaux et les équipements. Nous travaillâmes en silence pendant des heures. Chaque boîte fermée représentant un rêve brisé, chaque équipement rangé symbolisant un espoir abandonné. C'est alors qu'une des enfants apparut à la porte, et tout s'effondra. Maria, 8 ans, entra en courant avec son énergie caractéristique, portant l'uniforme de l'école et un sac à dos rose. Ses yeux brillaient d'excitation. « Maestro Diego, Maestro Alejandro !» cria-t-elle joyeusement. « J'ai apporté le dessin que j'ai fait de notre centre. » Elle déplia une feuille de papier montrant une représentation enfantine, mais incroyablement détaillée, de ce que serait notre centre culturel. Il y avait des enfants dansant, peignant, jouant des instruments, tous avec de grands sourires. Au centre du dessin, Diego et moi apparaissions main dans la main, souriant également. « Regardez !» dit-elle fièrement, pointant différentes parties du dessin. « Ici, c'est là où nous apprendrons la danse folklorique. Ici, c'est la bibliothèque où je lirai tous les livres du monde. Et ici, elle pointa une salle au fond. Ici, c'est là où vous m'apprendrez à écrire des histoires comme celles que ma grand-mère raconte. » Diego s'agenouilla à sa hauteur, ses mains tremblant légèrement. « Maria, mi niña, nous devons parler de quelque chose d'important. » Je regardais Diego essayer d'expliquer à une enfant de 8 ans que ses rêves étaient à détruire par des problèmes qu'elle ne pourrait jamais comprendre. Je vis les larmes se former dans ses yeux lorsqu'elle réalisa qu'il n'y aurait plus de cours de danse, plus de bibliothèque, plus d'histoire. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « On a fait quelque chose de mal ?»« Oh, pequeña » murmura Diego, la serrant dans ses bras. « Vous n'avez rien fait de mal, parfois, les adultes compliquant les choses. » C'est à ce moment que quelque chose se brisa en moi. En regardant cette petite fille pleurer, en voyant Diego essayer de la consoler tout en sachant qu'il était lui-même dévasté, je réalisais que j'étais devenu exactement le genre de personne que j'avais toujours méprisé. Quelqu'un qui choisit la voie la plus facile au détriment des plus vulnérables. « Maria, » dis-je m'agenouillant à côté de Diego, « et si je te disais qu'il y a peut-être encore un moyen de sauver notre centre ?» Diego me regarda avec surprise et inquiétude. « Alejandro, que fais-tu ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondis-je, une nouvelle détermination naissant dans ma poitrine. Ce soir-là, je rentrais chez moi déterminé à avoir la conversation que j'avais évitée pendant des mois. Isabella était dans le salon, lisant un livre d'architecture, lorsque je m'assis à côté d'elle sur le canapé. « Isabella, nous devons parler. » Elle ferma son livre et se tourna pour me regarder. « À propos de Diego ?» Mon cœur s'arrêta. « Comment ?»« Alejandro, je suis ta femme. Je connais tes gestes, tes expressions, la façon dont tes yeux brillent quand tu parles de quelque chose qui te passionne vraiment. » Elle marqua une pause, et j'ai vu comment vous vous êtes regardés au centre culturel. J'ai vu comment il a murmuré ton nom. J'ai vu comment tu t'es crispé quand j'ai posé des questions sur sa vie personnelle. Je sentis le monde s'effondrer autour de moi. « Isabella, je peux expliquer. Tu es amoureux de lui, » dit-elle calmement, comme si elle parlait de la météo. Commençai-je, mais les mots moururent dans ma gorge. « Et il est amoureux de toi, » continua-t-elle. « La question est, que faisons-nous à ce sujet ?»
Je me levai du canapé et commençai à arpenter la pièce, passant mes mains dans mes cheveux. Je ne sais pas. Mon père a découvert. Il a menacé de détruire la carrière de Diego si nous ne coupons pas tous les liens. Nous avons mis fin au projet aujourd'hui. Ton père a toujours été un homme aux méthodes directes, murmura-t-elle pensivement. Mais toi, Alejandro, que veux-tu? La question me prit au dépourvu. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait demandé ce que je voulais que j'avais presque oublié comment répondre. Je veux sauver le centre culturel. Je veux que ces enfants aient les opportunités qu'ils méritent. Je veux que Diego puisse continuer à faire ce qu'il aime. Je m'arrêtai de marcher et la regardai. Et je veux être honnête avec toi, parce que tu mérites bien plus qu'un mari qui se ment à lui-même et à toi tous les jours. Isabella resta silencieuse pendant de longues minutes, assimilant mes paroles. Enfin, elle se leva et s'approcha de moi. Alejandro, lorsque nos parents ont arrangé ce mariage, je savais que ce n'était pas un conte de fées. Je savais que nous construisions un partenariat basé sur le respect et des objectifs partagés, en espérant que l'amour grandisse avec le temps. Elle toucha doucement mon visage, et il a grandi d'une certaine manière. Je t'aime, mais pas comme une épouse devrait aimer son mari. Je t'aime, comme un frère, comme un ami cher, comme quelqu'un que j'admire profondément. Ces mots étaient comme un baume pour ma conscience coupable. Isabella, laisse-moi finir, demanda-t-elle. Ces mois de mariage avec toi m'ont montré quel genre d'homme tu es vraiment. Généreux, intègre, passionné par les causes justes, mais ils m'ont aussi montré que tu vis une vie qui n'est pas totalement la tienne. Et ce n'est juste ni pour moi ni pour toi. Que dis-tu? Elle prit une profonde inspiration. Je dis qu'il est peut-être temps de trouver une solution qui honore à la fois nos cœurs et nos responsabilités. Le lendemain, Isabella fit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle demanda une réunion avec mon père. Je restai dans la pièce à côté pendant qu'elle discutait avec Don Roberto pendant plus de 2 heures. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais d'après les variations dans le ton de leur voix, je sentais que la conversation était intense, parfois tendue, mais toujours respectueuse. Lorsqu'ils sortirent enfin du bureau, mon père semblait différent, plus vieux peut-être, mais aussi plus réfléchi. Isabella m'a fait des observations très pertinentes sur la réputation familiale, l'héritage et le véritable sens de l'honneur, dit-il, me regardant de manière calculée. Elle m'a aussi rappelé certains faits sur l'histoire de notre propre famille que j'avais oubliés. Je regardais Isabella avec gratitude et admiration. Quoi qu'elle ait dit, elle avait au moins semé une graine de doute dans les convictions inébranlables de mon père. Roberto, dit Isabella formellement, utilisant son prénom pour la première fois depuis que je la connaissais, j'aimerais faire une proposition. Pendant l'heure suivante, Isabella exposa un plan à la fois audacieux et élégant. Elle proposa que nous annoncions publiquement un divorce à l'amiable, basé sur des différences irréconciliables, tout en maintenant un partenariat commercial par lequel elle continuerait à gérer certaines divisions de l'entreprise familiale. Cela préserverait les intérêts commerciaux des 2 familles, tout en nous donnant une liberté personnelle. Et le centre culturel? Demandai-je. Le centre culturel, dit Isabella avec un petit sourire, sera financé par la fondation Isabella Montemayor, que je crée avec mon propre héritage. Ce sera un projet indépendant, sans lien officiel avec les affaires Mendoza. Mon père resta silencieux pendant de longues minutes, pesant clairement toutes les implications de la proposition. « Et si je ne suis pas d'accord ?» demanda-t-il finalement. Isabella se redressa sur sa chaise. « Alors, je ferai en sorte que tout Guadalajara sache que Don Roberto Mendoza a détruit un projet qui bénéficierait à des centaines d'enfants défavorisés parce qu'il n'approuvait pas la vie personnelle de son fils. Je laisserai la société juger quel type d'héritage cela représente. » C'était la première fois de ma vie que je voyais mon père véritablement surpris par l'audace de quelqu'un. « Tu es plus redoutable que je ne l'imaginais, Isabella, » dit-il enfin, et je pus détecter une note d'admiration dans sa voix. « J'ai appris des meilleurs, » répondit-elle sans hésiter. 3 semaines plus tard, j'étais devant la porte du même bâtiment où tout avait commencé, tenant les clés et regardant Diego conduire une camionnette pleine d'équipements et de matériel pédagogique. Les rénovations avaient été achevées grâce à un financement d'urgence qu'Isabella avait réussi à mobiliser en un temps record. « Alors, » dit Diego s'approchant avec ce sourire qui faisait battre mon cœur, « prêts à recommencer ?»« Plus que prêt, » répondis-je, et pour la première fois depuis des mois, j'eus l'impression d'être exactement là où je devais être. Isabella apparut au coin de la rue, marchant vers nous dans une robe jaune qui la faisait briller comme le soleil. Notre divorce avait été finalisé la semaine précédente, mais notre amitié était devenue plus forte que jamais. « Les dernières autorisations de la mairie sont arrivées », annonça-t-elle agitant un ensemble de documents. Le centre culturel Diego Herrera et Isabella Montemayor
est officiellement autorisé à fonctionner. Diego s'approcha et m'embrassa doucement, là, dans la rue, en plein jour, sans se cacher. C'était le premier baiser que nous partagions sans culpabilité, sans peur, sans secret. « Je t'aime », murmurai-je contre ses lèvres. « Te amo tant bien », répondit-il, ses yeux brillants de larmes de joie. C'est alors que je vis Maria courir vers nous, suivie d'au moins 20 autres enfants, tous criant d'excitation. « Maestros, maestros !» cria-t-elle. « On peut commencer les cours maintenant ?» Je regardais autour de moi. Diego, dont le rêve devenait enfin réalité, Isabella, dont le courage avait rendu tout cela possible, les enfants, dont les vies seraient transformées par ce que nous allions construire ensemble. Pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé le courage de choisir l'amour plutôt que la peur, l'authenticité plutôt que la convenance, le cœur plutôt que la tradition. Et le plus incroyable était qu'en faisant ce choix, je n'avais pas perdu ma famille, j'en avais gagné une nouvelle, plus vraie et plus forte que je n'aurais jamais imaginé possible. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires comme celle-ci, qui montrent que l'amour véritable trouve toujours un chemin. La journée d'Alejandro touche à sa fin, mais la véritable question est, parviendra-t-il à construire une vie épanouie avec Diego sans perdre complètement ses liens familiaux? Découvrez-le dans le prochain et dernier chapitre. 1 an plus tard, j'étais sur la scène principale du centre culturel Diego Herrera et Isabella Montemayor, observant une salle comble applaudir avec enthousiasme la représentation de fin d'année de nos élèves. Maria, désormais âgée de 9 ans, venait de terminer une chorégraphie originale qu'elle avait créée, basée sur une légende tarasque entendue de sa grand-mère. « Regarde, maestro Alejandro !» cria-t-elle depuis la scène, pointant un homme aux cheveux gris dans la 3e rangée. « Mi abuelo est venu me voir danser !» Je souris et fis un signe de la main à l'homme, qui avait des larmes dans les yeux en applaudissant sa petite fille. C'étaient des moments comme celui-ci qui me rappelaient pourquoi nous avions tant lutté pour faire de ce projet une réalité. Diego s'approcha par derrière et posa sa main sur mon épaule. « Tu te souviens quand tu disais que tu ne savais pas danser ?» murmura-t-il à mon oreille. « Je m'en souviens », répondis-je, me penchant légèrement en arrière contre sa poitrine. « Tu m'as appris que danser ce n'est pas une question de technique parfaite, mais de raconter une histoire avec le cœur. Et quelle histoire racontons-nous maintenant ?» demanda-t-il, entrelaçant nos doigts. Je regardais autour de moi dans le théâtre improvisé, des enfants de tous âges montrant des talents qu'ils ignoraient posséder, des parents et grands-parents fiers enregistrant chaque instant, des professeurs bénévoles donnant leur temps parce qu'ils croyaient en la mission du centre. Isabella était au premier rang, discutant avec animation avec Doña Carmen des plans d'expansion pour l'année prochaine. « Nous racontons l'histoire que l'amour véritable ne concerne pas seulement 2 personnes, répondis-je. C'est à propos de comment cet amour peut s'étendre et toucher des vies que nous n'aurions jamais imaginées. Au cours des 12 derniers mois, notre vie avait été complètement transformée. Le centre culturel était devenu une référence à Guadalajara, accueillant plus de 200 enfants et adolescents. Nous avions des programmes de danse folklorique, de musique traditionnelle, de théâtre, de littérature, et même des cours d'entrepreneuriat pour les plus âgés. Ma relation avec Diego s'était épanouie de manière naturelle et saine, sans les secrets et la culpabilité qui l'avaient entouré au début. Nous vivions ensemble dans une maison coloniale restaurée dans le centre historique, à quelques pâtés de maisons du centre culturel. C'était un foyer rempli de musique, de livres, de plantes et de la présence constante d'élèves qui passaient à toute heure pour discuter ou demander de l'aide sur des projets personnels. Ma relation avec ma famille avait été plus complexe à naviguer. Mon père avait mis des mois à accepter pleinement ma nouvelle réalité, mais la transformation graduelle de son attitude était notable. Le tournant était venu lorsqu'il avait vu un reportage à la télévision locale sur le centre culturel et réalisé que le projet apportait une reconnaissance positive au nom Mendoza d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. « Tu sais, m'avait-il dit lors d'un dîner familial le mois précédent, ton grand-père serait fier de voir comment tu as trouvé un moyen d'honorer à la fois l'amour et la responsabilité familiale. » Isabella était devenue non seulement ma meilleure amie, mais aussi une partenaire commerciale redoutable. Sa fondation s'était étendue pour soutenir des projets éducatifs à travers tout Jalisco, et elle avait trouvé sa propre passion dans l'architecture durable. Récemment, elle avait commencé à fréquenter un architecte espagnol qu'elle avait rencontré lors d'une conférence sur la construction écologique, et voir son visage s'illuminer lorsqu'elle parlait de lui me remplissait de joie. « Tu sais ce qui me rend le plus fier dans cette histoire ?» m'avait-elle dit la semaine précédente, alors que nous examinions les rapports annuels du centre.
c'est que nous avons réussi à prouver qu'il est possible de réécrire les règles sans détruire les gens que nous aimons. Tia Carmen, quant à elle, était devenue une sorte de conseillère officielle pour les jeunes couples confrontés à des pressions familiales similaires à celles que nous avions affrontées. Elle utilisait l'histoire de mon grand-père et mon propre parcours comme exemple que l'amour trouve toujours un chemin, même si ce chemin n'est pas linéaire ou traditionnel. La représentation se termina avec tous les élèves sur scène, chantant une version adaptée de Las Mañanitas, que Diego avait créée spécialement pour le centre. Les paroles parlèrent de rêve, de courage et de l'importance de ne jamais abandonner ce qui fait chanter nos cœurs. Après que le public se fut dispersé et que nous ayons aidé à ranger les équipements, Diego et moi marchâmes main dans la main dans les rues illuminées du centre historique. La nuit était parfaite. Température douce, une brise légère portant le parfum des jasmins qui poussaient sur les balcons coloniaux. « Alejandro », dit Diego s'arrêtant soudain devant l'ancienne église de San Agustín, « il y a quelque chose que je veux te demander. » Mon cœur s'accéléra. Quelque chose dans le ton de sa voix, dans la manière dont il tenait mes mains, me dit que c'était un moment important. « Bien sûr », répondis-je, essayant de contrôler mes nerfs. Il prit une profonde inspiration, ses yeux brun miel brillant sous la lumière dorée des lampadaires anciens. « Nous savons que nous ne pouvons pas nous marier légalement au Mexique, pas encore. Mais je veux que tu saches que, quelles que soient les lois ou les traditions, tu es mon compagnon pour la vie entière, mon amour, mon meilleur ami, mon partenaire dans tous les rêves que nous voulons encore réaliser. » Je sentis les larmes brûler mes yeux. « Diego, laisse-moi finir, » dit-il avec un sourire nerveux. « Je n'ai pas de bague à t'offrir, parce que je sais que tu portes encore les boutons de manchette de ta mère en souvenir de ta famille. Mais j'ai ceci. » Il sortit une petite boîte en bois sculptée de sa poche. Lorsqu'il l'ouvrit, elle révéla 2 pendentifs identiques, de petits colibris en argent, délicatement ouvragés. Le colibri représente la résurrection, le renouveau, la capacité à trouver de la douceur dans les situations les plus difficiles, expliqua-t-il, prenant un des pendentifs et passant une chaîne autour de mon cou. Je veux que nous portions ceci comme symbole de notre engagement l'un envers l'autre et comme un rappel que notre histoire d'amour est née du courage de choisir l'authenticité. Je mis l'autre pendentif autour de son cou, mes mains tremblant légèrement d'émotion. Diego Herrera, tu es la personne qui m'a appris que l'amour véritable ne consiste pas à posséder quelqu'un, mais à le libérer pour qu'il soit pleinement lui-même. Oui, je veux être ton compagnon pour toute la vie. Nous nous embrassâmes là, devant l'église centenaire, tandis que les cloches sonnaient minuit. C'était un baiser qui scellait non seulement notre engagement personnel, mais aussi notre partenariat dans la vie, nos rêves partagés, notre mission de faire une différence dans le monde. Lorsque nous nous séparâmes, je réalisais que nous n'étions pas seuls. Isabella était au coin de la rue, souriant et applaudissant discrètement. Elle était venue pour la représentation, mais avait apparemment décidé de nous suivre pour assister à ce moment spécial. « Vous n'avez pas pu résister à avoir un public pour le moment le plus romantique de la soirée ?» plaisanta-t-elle, s'approchant pour nous embrasser. « Comment as-tu su ?» demanda Diego. « Quand s'il vous plaît ?» dit-elle en roulant des yeux de manière théâtrale. « Vous deux êtes transparents comme du verre quand il s'agit de moments significatifs. De plus, Diego m'a demandé conseil pour les pendentifs la semaine dernière. Nous rîmes tous les 3, et nous rentrâmes ensemble à la maison. En chemin, Isabella nous raconta ses propres projets romantiques avec Carlos, l'architecte espagnol, et une nouvelle initiative qu'elle voulait lancer pour soutenir les jeunes artistes LGBTQ+, à travers le Mexique. « Vous savez, » dit-elle pensivement alors que nous arrivions dans notre rue, « parfois je pense que notre mariage arrangé était exactement ce dont nous avions tous besoin pour découvrir qui nous sommes vraiment. » Elle avait raison. Sans le mariage avec Isabella, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage d'être complètement honnête sur mes sentiments. Si Diego et moi n'avions pas affronté ces obstacles, nous n'aurions peut-être jamais découvert la profondeur de notre engagement l'un envers l'autre, et si Isabella n'avait pas été forcée de remettre en question ses propres attentes sur l'amour et le mariage, elle n'aurait peut-être jamais trouvé sa propre passion et son propre but. 2 ans plus tard, je reçus un appel qui changea notre histoire une fois de plus. « Alejandro », dit la voix familière de mon père au téléphone, « j'ai besoin de parler avec toi et Diego. Pouvez-vous venir dîner avec moi ce soir ?» Il y avait quelque chose de différent dans le ton de sa voix. Ce n'était pas la formalité habituelle, ni la tension prudente qui avait caractérisé nos interactions ces dernières années. C'était quelque chose de plus doux, plus vulnérable. Lorsque nous arrivâmes au manoir familial ce soir-là, nous trouvâmes Don Roberto dans le jardin où mon mariage avec Isabella avait eu lieu 3 ans plus tôt. Il était assis à une petite table dressée pour 3 personnes,
portant non pas un de ses costumes formels habituels, mais une guayabera en lin blanc et un pantalon décontracté. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il, servant du vin rouge d'une bouteille que je reconnus comme venant de sa collection personnelle la plus spéciale. Pendant les premières minutes du dîner, nous parlâmes de sujets généraux, la croissance du centre culturel, les plans d'Isabella pour étendre ses projets, les nouvelles de l'entreprise familiale. Mais je sentis que mon père rassemblait son courage pour quelque chose d'important. Enfin, pendant le dessert, il prit une profonde inspiration et regarda Diego droit dans les yeux. « Diego, dit-il, je veux te poser une question, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. »« Bien sûr, Seigneur Mendoza, » répondit Diego respectueusement. « Aimes-tu mon fils ?» La question surgit de nulle part, directe et sans détour. Diego n'hésita pas une seconde. « De toute mon âme, » répondit-il, regardant mon père droit dans les yeux. « Alejandro est la personne la plus intègre, généreuse et courageuse que j'ai jamais connue. L'aimer m'a fait vouloir être une meilleure personne chaque jour. » Mon père hocha lentement la tête. « Et toi, Alejandro, es-tu heureux ?»« Complètement heureux, papa, » répondis-je sans hésiter. Il resta silencieux pendant de longs moments, faisant tourner son verre de vin entre ses mains. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotion. « Vous savez que votre grand-père a vécu une situation similaire il y a de nombreuses années, » dit-il en me regardant. « Ce que vous ne savez pas, c'est que, dans les derniers mois de sa vie, il m'a fait promettre quelque chose. Mon cœur s'accéléra. Quelle sorte de promesse? Il m'a fait promettre que si un jour l'un de ses descendants se retrouvait dans la même situation que lui, je ne répéterais pas les mêmes erreurs. » Don Roberto sortit une enveloppe ancienne de la poche de sa veste. « Ceci est une lettre qu'il a écrite pour toi, Alejandro, quelques jours avant de mourir. Il a dit que je devais te la remettre au moment opportun. » Les mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe jaunie et dépliai les feuilles de papier. L'écriture élégante de mon grand-père sauta des pages. « Mon cher petit-fils, si tu lis cette lettre, cela signifie que ton heure est venue de choisir entre l'amour et le devoir, comme j'ai dû le faire il y a tant d'années. Je veux que tu saches que je n'ai jamais regretté d'avoir choisi la famille, car cela m'a donné ton père et finalement toi. Mais je veux aussi que tu saches que garder un amour véritable secret toute sa vie laisse des marques sur l'âme qui ne s'effacent jamais. Le monde change, Mijo. Les gens apprennent que l'amour prend de nombreuses formes, et toutes sont sacrées quand elles sont authentiques. Tu as des opportunités que je n'ai jamais eues, des possibilités que je n'aurais même pas pu imaginer à mon époque. Si tu trouves quelqu'un qui fait chanter ton cœur, qui t'inspire à être la meilleure version de toi-même, qui partage tes rêves et t'encourage à poursuivre tes idéaux les plus nobles, ne laisse pas cette personne t'échapper par peur de ce que les autres pourraient penser. L'honneur véritable ne vient pas de suivre des traditions aveugles, mais de vivre avec intégrité et courage. L'héritage familial véritable n'est pas les affaires ou l'argent, mais l'exemple de comment nous affrontons les moments les plus difficiles de la vie. Sois courageux, Mijo, sois authentique. Et si tu choisis l'amour, fais-le la tête haute et le cœur ouvert. Avec tout mon amour et mon admiration, Don Emilio Mendoza. » Quand je finis de lire, des larmes coulaient sur mon visage. Diego serra ma main sous la table, ses propres yeux brillants d'émotion. « Papa, » parvins-je à dire d'une voix tremblante. « Pourquoi ne m'as-tu pas donné cette lettre plus tôt ?» Il sourit tristement. « Parce qu'il m'a fallu 3 ans pour comprendre pleinement ce qu'elle signifie, et parce que j'avais besoin de voir de mes propres yeux que vous aviez construit quelque chose de vrai et durable, avant de le reconnaître officiellement. »« Reconnaître officiellement ?» demanda Diego. Don Roberto se leva et marcha jusqu'à une table latérale, d'où il rapporta un dossier en cuir. « Diego Herrera, j'aimerais t'inviter formellement à devenir membre de la famille Mendoza. » Mon cœur s'arrêta. « Papa, que dis-tu ?»« Je dis que j'ai consulté nos avocats sur la possibilité d'une adoption adulte, » expliqua-t-il en ouvrant le dossier et en montrant des documents officiels. Au Mexique, il est possible d'adopter un adulte pour des fins d'héritage et de reconnaissance familiale. Si Diego accepte, il deviendra légalement mon fils adoptif, ce qui lui donnera tous les droits et responsabilités d'un membre de la famille Mendoza. Diego et moi nous regardâmes en état de choc total. C'était quelque chose que nous n'avions jamais imaginé possible. « Mais pourquoi ?» commença Diego. « Parce que, » dit mon père en se rasseyant, « au cours des 3 dernières années, je vous ai vu construire quelque chose de bien plus fort et vrai que beaucoup de mariages traditionnels que je connais. J'ai vu Diego se consacrer non seulement à toi, Alejandro, mais aussi à notre communauté, à nos traditions, aux enfants qui ont besoin de guidance. J'ai vu comment il a traité Isabella avec respect et affection, traité notre famille avec honneur,
et traiter-toi avec un amour que n'importe quel père aimerait voir chez le partenaire de son fils. Il marqua une pause, regardant Diego droit dans les yeux. Et j'ai vu comment tu as changé depuis qu'il est entré dans ta vie, Mijo. J'ai vu comment tu as trouvé ta vraie passion, ton but, ton courage. J'ai vu comment tu es devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Diego essuya les larmes qui coulaient sur son visage. Seigneur Mendoza, je ne sais pas quoi dire. Oh, dis oui, sourit mon père. Et appelle-moi papa. Ce soir-là, nous rentrâmes chez nous comme une famille officiellement reconnue. Diego portait les documents d'adoption signés, je portais la lettre de mon grand-père, et nous portions tous deux des cœurs débordants de gratitude et de joie. Tu réalises ce que cela signifie ? Dit Diego quand nous arrivâmes à la maison, encore sous le choc. Cela signifie que je peux te présenter comme mon frère adoptif et mon partenaire de vie, sans que personne ne puisse questionner légalement notre statut familial, répondis-je en l'embrassant doucement. Cela signifie que, si quelque chose m'arrive, tu auras des droits sur notre maison, nos projets, tout ce que nous avons construit ensemble. Cela signifie, dit-il en me tirant plus près, que notre histoire d'amour a enfin le happy end qu'elle a toujours mérité. 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit transformative. Le Centre culturel Diego Herrera et Isabella Montemayor accueillent désormais plus de 500 enfants et adolescents. Nous nous sommes étendus pour inclure des programmes d'échange culturel, des bourses universitaires et même un programme de mentorat pour jeunes entrepreneurs. Maria, qui a maintenant 15 ans, est devenue l'une des principales instructrices de danse pour les plus jeunes enfants. Elle a été acceptée dans une université prestigieuse à Mexico avec une bourse complète pour étudier l'éducation artistique, mais elle a décidé de reporter d'1 an pour aider à mettre en place notre nouveau programme de formation de jeunes leaders. Isabella s'est mariée avec Carlos l'année dernière, lors d'une cérémonie magnifique dans les jardins du centre culturel. Diego était son parrain, et j'ai conduit la mariée à l'hôtel à la place du père qu'elle avait perdu jeune. C'était une célébration d'amour, de famille choisie, et de la beauté de comment les gens peuvent se réinventer quand ils ont le courage de suivre leur cœur. Mon père, maintenant âgé de 70 ans, est devenu une figure paternelle pour Diego d'une manière qu'aucun de nous n'attendait. Ils ont développé une relation basée sur le respect mutuel et l'admiration sincère. Don Roberto plaisante souvent qu'il a gagné non seulement un fils adoptif, mais aussi le meilleur directeur culturel que la famille Mendoza ait jamais eu. Tia Carmen continue d'être notre conseillère non officielle pour les questions du cœur, et elle entretient une correspondance active avec des descendants LGBTQ+, d'autres familles traditionnelles mexicaines, qui affrontent des défis similaires aux nôtres. Ce dimanche matin, 5 ans après notre cérémonie d'engagement improvisée, je me suis réveillé tôt et suis sorti sur la terrasse de notre maison. Diego dormait encore, les cheveux ébouriffés sur l'oreiller, un sourire doux sur les lèvres, comme s'il faisait un rêve particulièrement agréable. Je touchais le petit colibri en argent que je porte autour du cou tous les jours, me rappelant le parcours qui nous a menés ici, toutes les larmes, toutes les peurs, toutes les nuits blanches à me demander si c'était possible de construire une vie authentique sans détruire les gens que nous aimons. La réponse, ai-je découvert, est toujours oui. L'amour véritable trouve toujours un chemin, même quand ce chemin n'est pas celui que nous imaginions au début. Buenos dias, mi amor, dit Diego en apparaissant derrière moi, passant ses bras autour de ma taille. Buenos dias, répondis-je en m'appuyant contre sa poitrine. Je pensais juste à notre histoire. Et à quelle conclusion es-tu arrivé ? Je souris, regardant Guadalajara s'éveiller sous le soleil doré du matin. Quelque part en ville, Maria se préparait probablement pour le cours de danse qu'elle donnerait cet après-midi. Isabella et Carlos planifiaient leur lune de miel retardée en Espagne. Mon père examinait des propositions pour étendre nos programmes culturels à d'autres villes de Jalisco. J'ai conclu, dis-je enfin, que parfois les meilleures histoires sont celles qui commencent par « cela devrait être impossible », mais se terminent par « comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ?» Diego rit, le son résonnant dans le matin tranquille. Notre histoire prouve que l'amour véritable ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à trouver quelqu'un qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même, et à avoir assez de courage pour réécrire les règles quand les anciennes ne conviennent plus, ajoutai-je, et à découvrir que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais des personnes qui choisissent de rester à tes côtés à travers toutes les tempêtes. Nous nous tournâmes l'un vers l'autre, et nous nous embrassâmes là sur la terrasse, avec Guadalajara qui s'éveillait autour de nous, sachant que notre histoire d'amour était devenue quelque chose de plus grand que nous deux. Elle était devenue un exemple qu'il est possible d'honorer, à la fois le cœur et la famille, la tradition et l'authenticité, l'amour romantique et l'amour pour la communauté. Et tandis que nous nous embrassions,
Je jurais avoir entendu au loin le son de musique folklorique, comme si la ville elle-même dansait avec nous. Voici notre histoire, l'histoire de deux hommes qui ont refusé d'accepter que l'amour véritable doive être sacrifié pour la convenance sociale, et qui ont découvert que, parfois, lutter pour ce qui est juste ne nous libère pas seulement, mais libère aussi tous ceux qui nous entourent. Merci d'avoir suivi ce parcours d'amour, de courage et de transformation. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et, plus important encore, de laisser dans les commentaires une note de 0 à 10 pour Corazon Rebelde et de raconter ce qui a le plus touché vos cœurs. Vos évaluations et commentaires sont essentiels pour que nous continuions à apporter des histoires qui célèbrent le pouvoir transformateur de l'amour véritable. À la prochaine aventure romantique.